Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une femme, une chef d'entreprise, une femme forte entreprenante, une battante résiliente à un moment clé de sa carrière, la sortie de son livre Solide, transformez vos épreuves en cadeaux. J'aime ce titre inspirant et qui m'évoque beaucoup, comme à vous tous, j'imagine. Des épreuves, on en a tous vécu. Mon invité, y compris de son handicap aux relations toxiques, en passant par les troubles du comportement alimentaire, elle se confie dans cet ouvrage poignant, y compris sur quelques histoires liées au milieu artistique. Ah, l'art, les castings, les artistes. Vous la connaissez, l'influenceuse, coach, experte en communication, mais c'est aussi une artiste que l'on suit depuis des années sur casting.fr. On avait mis en avant son premier single, PN, elle nous dira ce que ça veut dire, un exutoire où elle se confie sur sa relation toxique avec un pervers narcissique, vous l'avez compris, PN. Pourtant, dans son livre, elle ne dépeint pas forcément une expérience positive de la musique, bien au contraire. On peut même lire qu'elle qualifie l'industrie de monde de requins. Pourquoi ? Comment ne pas tomber dans les pièges et arnaques de la musique ? Comment rebondir face aux épreuves ? Comment avoir un mindset solide, prêt à rebondir face aux échecs ? La réponse, elle est ici, dans ce podcast, avec notre coach du jour, Alice, cat designer. Alice, bonjour. Mais je suis tellement heureuse de cette description à mon sujet, Soledad, tu es incroyable. C'est toi. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? Eh bien, je pense que c'est tellement le sens et le but de la vie. Nous sommes des adultes qui avons parfois perdu nos rêves. Et je pousse toutes les personnes que je rencontre à revenir à cette petite personne en soi qui a perdu peut-être un peu de poussière d'âme, un petit peu d'élan de joie et qui aimerait renouer avec ses ambitions et sa créativité. Alice, ton parcours est vaste. Tu as plein de casquettes. Alors ça me plaît parce qu'en France, on nous dit tout le temps « Ah, tu peux pas faire plusieurs choses. » Toi, tu déjoues les statistiques comme d'autres. J'aime bien cette phrase. En ce moment, je la dis tout le temps. On te connaît comme conférencière, mentor, influenceuse, chroniqueuse aussi sur France 3 et ABC Talk, mais tu es aussi graphiste, conseillère en communication et chanteuse. J'aimerais revenir sur la petite Alice. Raconte-nous, quel genre d'enfance as-tu eu ? J'ai eu une enfance très heureuse et créative, accompagnée bien sûr de plein d'activités que mes parents me poussaient gentiment à faire pour développer ma créativité, mon imaginaire. Et en parallèle, si tu veux, on avait aussi le penchant un petit peu négatif en lien avec nos handicaps, à mon frère et moi. Alors le mien, il était plus léger. C'est un handicap avec lequel j'ai très bien vécu. Je suis malvoyante de l'œil gauche. Mon grand frère, lui, avait un albinisme oculaire qui était plus visible, qui était plus douloureux à vivre pour se faire une place dans la société. Il a vécu le harcèlement et j'ai été témoin de ce harcèlement. On a dû vivre avec et on essayait du coup de faire la balance entre le côté négatif en lien avec ses handicaps et puis le côté merveilleux de la vie créative que nos parents nous offraient. Voilà. Tu as grandi en région parisienne, oui. Et donc très vite tu as été confrontée à la méchanceté des individus. Quelles ont été tes ressources ? Est-ce que tu en avais parlé à tes parents ? Comment tu as réussi à dépasser ? Est-ce que tu l'as dépassé justement ? Alors oui, heureusement, la chance que j'ai j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui, c'est que mes parents sont très ouverts d'esprit, à savoir que ma mère est psychosociologue, donc ça aide. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a honte, on n'en parle pas tout de suite. Ça va être peut-être d'autres adultes qui vont alerter. Et c'est pour ça que c'est important de trouver un adulte référent ou un ami référent.
Mais rapidement, ça s'est su et ça s'est vu. Parce que moi, par exemple, mon frère, quand il rentrait à la maison après des attaques de harcèlement, il avait le t-shirt déchiré, un bleu, des bobos. Donc forcément, on ne peut pas mentir sur la condition. Et très rapidement, j'ai déjà vu mon père très en colère se saisir de l'affaire, puisqu'il voyait bien que les adultes sur place prenaient peut-être pas assez la chose au sérieux et il devait intervenir et se mettre en colère avec d'autres enfants. Mais ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est que les enfants ne sont pas responsables. Un enfant qui est en colère ou qui va tomber sur un autre enfant, il est le résultat d'une équation de ce qui se passe chez lui, de ce qui se passe dans la cour avec les adultes, de ce qui se passe avec le cadre qui est peut-être pas adapté. Et donc c'est l'enfant qui trinque, mais ça devrait être les parents qui s'impliquent dans la situation. Voilà. Tu parles de l'enfance en danger et c'est tout un sujet. On a reçu tellement d'artistes qui ont vécu cet harcèlement scolaire et souvent les adultes autour d'eux n'ont pas les mots, ne savent pas protéger. À quel moment tu es sortie de cet environnement et surtout, quelles séquelles ça t'a laissé ? Alors, j'ai eu de la chance de changer d'établissement. Donc, j'ai moins connu le harcèlement au collège. Et très rapidement, du coup, ça s'est estompé. Cependant, il y a eu d'autres éléments qui sont malheureusement les épisodes de la vie que rencontrent beaucoup les femmes, en lien avec la puberté, par exemple, où là, je me suis confrontée à autre chose, c'est ma propre violence. C'est-à-dire que le harcèlement extérieur s'est transformé en un harcèlement intérieur. Et j'ai mon corps qui s'est transformé, évidemment, comme beaucoup de femmes, en fait. Pour les messieurs qui nous écouteraient et qui passeraient par là, si vous ne le savez pas, pour nous, mesdames, on va dire de nos 11 à 14 ans, ça dépend des femmes, on a une transformation physique assez fulgurante. Déjà, on a évidemment les menstruations, on a la puberté, puis on va même voir notre corps changer, notre squelette, notre masse corporelle, nos poils qui vont pousser parfois dans des endroits qui ne sont pas les bienvenus. Dans mon cas, c'était le visage. Et on va connaître alors des petites remarques, des petites moqueries, jusqu'à temps de nous-mêmes en fait s'auto-flageller en pensant qu'on n'est pas normal, notre nez grossit trop vite, le poids grossit trop vite, nos vêtements doivent tout jeter. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois en arrière, on était en CM2, puis d'un coup, on a le corps d'une femme qui fait une taille 42, on comprend pas en fait. Et on nous a pas prévenu en fait que vers la 6e, 5e, on allait pour nous, en tout cas, se transformer en monstre. Moi, j'avais l'impression d'être Fiona dans Shrek. Voilà, tu vois. Et comme les petits garçons, eux, ils ont une évolution qui est un peu plus tardive. En plus, si on se compare, en fait, on a l'impression qu'on devient un peu des sortes de biberins d'hommes, quoi. Et qu'on n'est plus aimable au sens propre du terme. Et donc, on va se recroqueviller sur notre coquille, on va tester des choses, des régimes, de se cacher sous des t-shirts. Moi, quand j'étais ado, c'était la mode des skateuses et tout ça. J'avais des grands t-shirts Nirvana, bien larges pour bien tout cacher, surtout ne pas me voir. Et ça parle à tellement de filles et très rapidement, on peut sombrer dans une sorte d'anorexie ou des troubles. C'est ça. Ton premier souvenir artistique, je crois qu'il date de tes 5-6 ans. Oui. Raconte. En fait, mes parents m'avaient inscrit chez Jo Gouga, qui était une professeure de musique, une femme très connue dans la musique. Et j'ai fait du solfège très, très jeune. Et je me rappelle que, en fait, elle avait un tableau blanc. Donc, on apprenait les notes, donc les croches, tout ce qu'on peut imaginer, les silences, les clés de sol, etc., sur le tableau blanc. Et pour nous apprendre où étaient les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do sur la portée, eh bien, elle nous mettait des petits aimants colorés. Et moi, j'avais du mal à associer le fait qu'une blanche, donc qui est une note un peu plus longue, soit verte, parce que sur le tableau, en fait, elle me mettait une blanche, mais qui était de couleur verte, la couleur de l'aimant, en fait. Okay. Donc, mon premier souvenir, c'était, mais attends, c'est hyper compliqué la musique, puisqu'il faut absolument que j'associe le blanc au vert. Et donc, c'est vraiment le souvenir le plus précis que j'ai. Et à côté de ça, j'ai un souvenir où, en fait, tout le monde est capable de lire une partition. Tout le monde est capable d'aimer la musique. Il faut juste trouver son langage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont autodidactes, qui vont apprendre la guitare sans même savoir lire une partition. Il y a des personnes qui, au contraire, ont besoin de cette structure et ce cadre, comme l'alphabet, et apprendre d'abord à lire, puis après se tester au piano, etc. Et moi, c'est vrai que la lecture des partitions, ça avait été très rapide, mais moi, ma lecture, elle était par l'oreille.
J'arrivais à tout reproduire, hein, que ce soit vocal, sur le piano ou sur la guitare. Je trouvais tout de suite le do, le ré, le mi, le fa, etc. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être en lien avec mon handicap visuel. Parce que quand on voit pas bien, voilà, réveille toujours un talent. Ça, c'est bien connu. C'est ça. Tu t'adaptes en fait ton cerveau, là où tu as peut-être moins d'attributs, moins de facilité, il va ouvrir ton talent ailleurs en compensant en fait la situation. Voilà. À quoi tu rêvais quand tu avais 5-6 ans et que tu avais ce premier souvenir artistique? Est-ce que tu voulais être vétérinaire, maîtresse d'école? Tu rêvais de quoi? En fait, je voulais tout faire. Pareil, le souvenir qui me revient là, c'est que donc, les mercredis et les vendredis, on allait chez Madame Goldschild et avec ma maman, on était invités à faire des exercices de la vision. Donc bon, alors pour ceux qui connaissent pas trop les exercices, voilà, ophtalmo, qui va en fait faire en sorte que nos yeux soient plus souples, plus musclés, qui va nous demander par exemple de mettre un perroquet dans une cage avec nos 2 yeux. Bon, c'est un peu particulier, mais bon, pour les enfants c'est comme ça. Et à la fin, parfois j'avais des exercices un peu plus douloureux. Par exemple, il fallait que je teste une lentille rigide qui me faisait un peu mal, et souvent mes parents, surtout mon papa qui craquait un petit peu parce que je dis oh là là, j'ai souffert avec ma lentille, ou ça n'a pas été évident, il m'offrait une Barbie. Et comme il m'offrait une Barbie, moi j'avais associé que quand je réussis quelque chose, j'ai une nouvelle Barbie qui a une nouvelle fonction. C'est-à-dire que par exemple, j'ai la Barbie qui a le camping-car, l'avion, qui est vétérinaire. Et donc pour moi, Barbie, c'était pas une poupée qu'on habille qui est sexy et mignonne. Pour moi, Barbie, c'était une féministe qui a plein de compétences. Et à force, je crois que par association d'idées, j'ai réalisé que moi-même, plus tard, je n'avais pas envie de choisir, alors que je n'avais qu'une vie sur Terre. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je concevais. Je voulais pouvoir réaliser tous les métiers qui me faisaient envie, quitte à choisir après, mais je ne pouvais pas décider comme ça à l'école. Quand on me disait tu veux faire quoi plus tard, je disais mais c'est cruel de demander ça à quelqu'un qui a envie de tout faire. Et surtout les champs, les perspectives, finalement, on ne connaît pas suffisamment. Est-ce que tu rêvais, tu avais des rêves avant de dormir? Est-ce que tu t'imaginais princesse ou danseuse ou chanteuse ou comédienne Alors moi, mon rêve, c'était d'avoir une ferme pédagogique. Je voulais en fait apprendre, surtout donner accès aux enfants, parce que moi j'avais de la chance, dans ma famille on avait 2 maisons de campagne dans lesquelles moi j'ai eu des petits canards, il y a eu des chevaux, on a tout eu quoi. Et j'avais ma meilleure amie Lauriane qui est toujours mon amie d'enfance depuis tout ce temps, qui elle n'avait pas cette chance, et à chaque fois qu'elle venait elle me disait Alice, c'est incroyable la chance que tu m'offres, alors que moi j'étais là mais attends, on va dans une maison de campagne, je voyais pas la plus-value, je me rendais pas compte encore de la chance que j'avais. Et plus tard j'ai réalisé que plein d'enfants, surtout en région parisienne, ils grandissaient dans le béton en fait, ils n'avaient pas accès à une vache, à un cheval, à un âne, à la nature, aux arbres, nature, fleurs. Et oui, on même pas le nom des fleurs, on connaît pas le nom des arbres, aux insectes qui butinent. Moi j'ai grandi là-dedans quoi, j'ai vu des petits bourdons dit-elle avec son chihuahua dans les mains. J'ai toujours t'as besoin d'être connectée aux animaux, t'as besoin d'être connectée à la nature. Depuis que je suis toute petite, oui, c'est vrai que c'est mon ancrage, parce que moi j'ai tendance je pense comme toi, comme tous les métiers artistiques, on vit un peu dans le futur, dans nos rêves, dans qu'est-ce qui va se passer plus tard dans nos projets, et on s'oublie en fait très souvent. Et le fait d'avoir un animal, c'est une responsabilité, et ça nous permet de nous ancrer, parce que le chien, lui, il n'attend pas. Il a besoin de faire pipi, il a besoin d'aller manger, il a besoin... Et puis c'est des relations extrêmement simples et authentiques, et d'une grande fidélité. C'est ça. Et des relations très, très, très simples. Ouais. Notre interview se passe sous le regard bienveillant de ton père. Oui, qui est là. Et je pressens, avec beaucoup d'intuition, que c'est un homme qui a été très présent et très protecteur. Oui. C'est ce qui t'a aidé, sauvé, à dépasser justement cet handicap invisible, cette maltraitance à l'école. Oui. Raconte-moi, parle-moi de la relation avec ton père. Mon papa, c'est important. Oui, bien sûr. La relation des filles à leur père. C'est important, puis de montrer aussi que ça peut exister des bonnes relations avec son papa. Moi, mon papa, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon papa, évidemment. C'est mon modèle aussi. C'est quelqu'un qui m'a transmis l'amour du travail, bien fait.
Et je crois que je vis aussi tous mes rêves parce que lui, il n'a pas pu vivre tous les siens, je pense. Donc je pense qu'il est un peu à l'origine du fait que je fais autant de choses parce que mon papa, il a eu une très très grande carrière. Il a été un très grand négociateur dans une très grande entreprise. Il a eu plein de médailles. Il a connu le fait de gravir les échelons, etc. Mais dans, on va dire, une grande structure où en fait on te récompense pour ce que tu fais, mais même pas pour qui tu es. Et moi, je voulais l'inverse dans ma vie. Je voulais être récompensée pour qui je suis, ma nature, mes émotions, mon rire. Dans ces grandes structures-là, on dit « Ah, c'est bien ce que vous avez fait, c'est performant, c'est de la performance. » Alors que mon père, il aurait voulu être architecte, il aurait voulu être ingénieur, il aurait voulu peut-être être chanteur, il aurait voulu faire plein de choses. Finalement, comme moi, c'est un très grand rêveur. Et je pense que je vis. Alors, c'est pas ce que je fais moi aujourd'hui, c'est pas ce que lui voulait faire, mais je pense qu'il m'a donné la chance d'avoir le choix de pouvoir prendre le risque de vivre mes rêves parce que j'avais un baudrier, moi, que lui n'avait pas. Donc voilà. Donc, c'est la définition même de la maternité et de la paternité. Ouais. Quand elle est bien vécue, souvent on répare sa propre enfance. Ton parcours est éclectique. Un bac L, on n'aurait pas pu imaginer autre chose vu la démarche que tu as d'aimer se questionner. Oui, c'est vrai. Quelque chose qu'on ressent. Une école de communication, un BTS diététique. Donc en fait, toi, chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie de trouver la solution. Ces comportements alimentaires, ces troubles dont tu as parlé qui sont si communs chez les jeunes filles qui ont du mal à accepter leur développement physique et qui confondent grossir et juste se développer. Donc toi, tu vas carrément faire un BTS diététique. Donc, changement de vie, directrice artistique, graphiste, experte des réseaux sociaux. Alors ça, tu vas nous en parler. Une véritable touche à tout. À quel moment tu as réellement trouvé ta place? Et est-ce que tu saurais nous expliquer quel a été le déclic qui a fait que tu es devenue celle que tu es aujourd'hui? Alors, le déclic, je le dois grâce ou à cause d'une relation où vraiment là je me suis perdue. Donc ça se passe environ à la fin de mon adolescence, j'ai 17 ans. Je rencontre un homme qui va m'enfermer dans une relation d'emprise, mais ça va se faire petit à petit jusqu'à ne plus pouvoir faire ou être qui je veux, porter ce que je veux, travailler dans ce que je veux, avoir les connaissances que je veux, et alors que je viens d'une famille où tout est ouvert, on a le droit de faire plein de choses, et c'est pour ça que c'était assez bizarre pour moi parce que j'ai même pas pu le concevoir au départ que ça existe. Et donc c'est à cause de cette relation d'ailleurs que je vais m'enfermer dans les TCA, c'est-à-dire que j'étais, on va dire, une bombe à retardement ado, mais la relation a mis le coup de poignard final, on va dire. Et donc 6 ans vont passer dans cette relation, il va y avoir plein d'aléas, de retournements de situation, des trucs assez graves même, parce que cet homme, il va frapper mon frère à un moment donné, il va vriller complètement, il prenait de la drogue, etc. Et à 23 ans, je pense que j'ai eu un âge suffisamment mûr, bon, on n'est pas fini à 23 ans, mais on a quand même la capacité à être un adulte, plus qu'à 18 ou 17. Et je vais avoir une prise de conscience un soir. Je suis dans mon lit et j'entends un énorme boom qui vient de la salle de bain. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet énorme bruit sourd à 3 heures du matin? Je me lève et là, je le vois au sol, allongé, presque raide mort. Et va me traverser à ce moment-là dans ma tête l'idée que je voudrais qu'il meure. Et là, je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal que je... Bon, en fait, après, je vais reprendre mes esprits. Je vais le remettre sur le côté, en position latérale de sécurité, essayer de le réveiller, faire des petites claques, est-ce que tu vas bien? En fait, on n'a jamais vraiment su ce qu'il a eu, mais je pense qu'il a eu un léger AVC, ou une perte de connaissance, parce que comme il mélangeait beaucoup de stupéfiants ensemble, bah, il y a un moment donné, ça a forcément un impact sur la santé. Et là, je vais réaliser, mais qu'est-ce que je fais avec ce déchet, en fait? Je n'ai rien à faire avec un mec comme ça, mais moi, je suis créative, j'ai plein d'idées, je me fais des amis. Est-ce que tu as la réponse? Parce que tu viens d'une famille unie, équilibrée, avec un papa bienveillant. Souvent, on dit, ah, si une jeune fille, une femme a une relation saine et solide avec son papa, elle va reproduire des relations.
Que s'est-il passé et est-ce que tu saurais expliquer pourquoi tu as attiré, je dis bien attiré, cette maltraitance scolaire est-ce que Moi, je l'ai la réponse, mais est-ce que toi, tu l'as la réponse? En fait, j'ai 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que moi, j'étais la petite sœur d'un grand frère qui était plus, on va dire, traumatisé que moi. Donc, peut-être qu'inconsciemment, j'ai voulu me punir par rapport à lui. Mais bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que ayant eu des parents très aimants et tellement aimants que, arrivant dans le monde des adultes, j'étais peut-être pas assez armée. Ma naïveté, mon empathie a pris le dessus de mon libre arbitre et de ma conscience. Et donc, j'avais une tendance à être toujours l'avocat du diable et à accorder trop le bénéfice du doute à un point que je n'écoutais pas mon intuition. Tu as parlé de bienveillance et d'empathie, d'ultra-sensibilité, d'amour des animaux. Oui, c'est ça. Et d'une grande lumière et d'une grande clairvoyance. Il me semble que pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est la définition même des âmes artistiques et créatives. Oui. Et que parfois, ces âmes artistiques et créatives sont des âmes lumineuses et différentes qui attirent de la méchanceté et de la jalousie. Et parfois, il ne faut pas se victimiser, juste identifier que si vous attirez autant de méchanceté, c'est parce que les mauvaises personnes peuvent tout simplement s'alimenter de cette lumière que vous avez en vous. Absolument. Donc, essayez toujours d'identifier et surtout de trouver sa place. Et ce qui m'intéresse, c'est comment tu as trouvé ta place. Et là, nous sommes le 10 septembre et le 12 septembre, dans 2 jours, sortira ton livre Solide aux éditions Solar. Parle-nous de ce livre Solide. Alors, Solide, c'est une histoire assez folle. Au départ, j'ai jamais eu vraiment l'idée de poser autant ces épisodes de ma vie sur un livre, parce que comme tout, je vais pas dire tout le monde, je vais pas faire une généralité, mais comme beaucoup de femmes, j'avais un syndrome de l'imposteur, évidemment. Donc je me disais, mais qui ça va intéresser Et j'arrêtais pas d'avoir la pression d'une amie à moi qui est agent d'auteur, qui travaille avec des grandes maisons d'édition, Hachette, Larousse, Solar. Elle me disait, mais Alice, est-ce que tu réalises quand même que tu es... Bon, ça se voit sur les réseaux peut-être, mais que tu as beaucoup de personnes qui te prennent pour une locomotive pour être le premier élan dans un choix de leur vie. Et je dis, ah ben non, je ne le réalise pas du tout. Elle me dit, ce qu'on va faire, on va faire comme pour de faux. Tu vas écrire un sommaire d'un livre et on va le présenter à une maison d'édition et tu verras. Est-ce que ça va les intéresser? Aujourd'hui, ils sont très difficiles à convaincre. Tu vas voir. Ils sont pas nés de la dernière pluie. Donc moi, je vais lui dire, ok, mais je sais pas trop de quoi parler. Au départ, je voulais parler du deuil animal. Je trouvais qu'on était peu représentés, alors qu'en fait, ça touche quand même quasiment une personne sur 2 en France. Hein. Et je voulais comprendre pourquoi je voulais absolument écrire un livre sur le deuil animal. C'est que j'ai réalisé que cette épreuve-là, qui est une épreuve, c'est terrible à dire, mais banale, puisque ça arrive à plein de gens, est peu représentée. Et je me suis dit, tiens, mais si on revenait sur toutes les épreuves banales, qui sont propres à mes épreuves, mais propres aux épreuves de tous, et qu'on allait les regarder avec légèreté, parce que j'avais pas envie de faire un ouvrage comme les ouvrages que ma mère adore lire en psychosociologie. J'avais pas non plus envie que ce soit un livre totalement dev perso. J'avais pas non plus envie que ce soit un livre qui survole trop guide pratique. Je voulais que ça mélange du récit personnel, de l'illustration pour imager, des exercices techniques, des témoignages d'experts et surtout des défis à appliquer dans le virtuel pour que la personne puisse se saisir du défi et acter comme fait, comme acquis, le fait de vaincre cette épreuve. Bon, c'est symbolique, ce sont des petits défis, c'est à la portée de tous. L'idée de ce livre, c'est qu'il ne va pas changer votre vie. Clairement, c'est une porte ouverte vers un autre cheminement derrière. Vous irez peut-être plus loin avec des thérapeutes, des hypnothérapeutes et tout ça. Mais il est léger, alors qu'il parle de sujets graves. Mmh. Et vous allez repartir avec un peu de mon soleil, parce que moi, je pense que j'ai beaucoup de soleil en moi, en vous. Voilà, c'est seulement la promesse. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Et voilà, le but, c'est que vous partiez avec, on va dire, une pile en plus dans la machine. Je te parlais de lumière, tu me parles de soleil. Comment te décrire? Coach? Moi, je t'ai connue artiste. On avait écrit un article en 2021. Tu chantais. Oui. En 2024, qui es-tu vraiment?
En fait, alors je sais pas trop comment me décrire, c'est souvent mes élèves, parce que j'en ai quand même eu sacrément beaucoup là ces dernières années, ils m'appellent tout le temps leur mentor. Alors que normalement, un mentor, c'est quand même quelqu'un qui, tu vois, ça fait 20, 30 ans, qu'il exerce, etc. Et je leur demande souvent pourquoi vous m'appelez le mentor. Et ils nous disent, tu nous montres la voie de l'alignement. C'est-à-dire que l'alignement, c'est accepter sa puissance créatrice, ses particularités et singularités, et accepter que l'énergie, parfois, on la met au mauvais endroit et qu'on est tous en capacité de la recentrer pour nous remettre dans le droit chemin. Et ils me disent, c'est ce que je crée chez eux. Mais moi, je me suis jamais autoproclamée mentor. Ce sont mes élèves qui ont dit ça. Donc, je pense que je suis un petit mentor. Alors, ces élèves dont tu parles, c'est quels élèves ils sont où et où est-ce qu'on peut suivre tes cours? Alors en fait, donc moi je suis social media manager, donc soit j'accompagne des grands groupes, des entreprises, par exemple je travaille pour Partouche, qui est un grand groupe de casinos, soit je travaille avec des TPE, des PME ou des particuliers qui prennent en fait si tu veux leur cours en e-learning et dans des groupes en classe virtuelle ou physique. D'accord. Et ils sont un peu partout en France. Bon, principalement j'ai quand même beaucoup d'élèves dans le sud. Des entreprises font appel à toi ou des particuliers pour coacher les salariés, voire les chefs d'entreprise. Alors en fait, plus précisément, quand ils me contactent, en fait, ça commence d'abord par un premier besoin qui est la gestion des réseaux sociaux. Souvent, la problématique première, c'est comment on va au contact de nos prospects. Peu importe qu'ils soient dans le secteur du drone, de l'agroalimentaire, de la beauté, de la formation en ligne, du coaching, etc. Et en fait, vont en découler plein d'autres problématiques parce qu'on se rend bien compte que les réseaux sociaux, c'est juste un symptôme de la problématique, c'est que souvent, il n'y a pas de benchmarking, il n'y a pas de stratégie, il y a un problème de syndrome de l'imposteur, il y a un problème de croyances limitantes, il y a un problème de budget, il y a un problème de définition de la stratégie. En fait, les réseaux sociaux, c'est juste la première pierre de qu'est-ce qui va se passer pour le plan de com, l'évolution, le business model, comment on va aller encore plus loin chercher les prospects, est-ce que le branding il est bon, est-ce que le personal branding il est bon. Et en fait, de là, je vais avoir des personnes qui, à force d'être en confiance avec moi, on va aussi aller encore plus loin et on va se rendre compte que la personne, elle se sent pas capable ou pas légitime à gagner de l'argent. Et la personne, elle pense ne pas mériter ce succès. Et la personne pense qu'elle n'est pas intéressante. Et la personne pense qu'elle ne peut pas être une personne ressourcée. En fait, ça finit par faire un peu de la psycho au-delà du cours marketing, communication, stratégie. C'est ce qui m'intéresse aujourd'hui en te recevant. Ce podcast s'adresse à tous les individus qui rêvent de changement, soit des individus qui veulent devenir artistes et qui veulent en vivre, soit des individus qui cherchent à trouver leur place. La première chose qu'on dit, c'est trouve ton chemin, trouve ton identité et surtout communique. Toujours d'une même manière. Mais communiquer actuellement sur les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus compliqué. TikTok, les algorithmes qui changent. Tu t'es formé. Comment tu as découvert tout ça ? Donc moi, pour la petite histoire, donc je sors de ma relation toxique et donc j'étais à l'étranger dans cette relation et je rentre en France avec, donc moi j'avais un master de com en poche, mais j'étais pas formée au digital. Et je vais avoir des difficultés à trouver des clients pendant très longtemps et très rapidement, je vais trouver des petits clients qui vont me demander des cartes de visite, des CV. Et comme ils n'ont pas des gros moyens, je leur demande de me laisser des avis. Et là, je vais saisir, sans m'en rendre compte assez rapidement, la portée de ce qu'on appelle la e-réputation. De cette e-réputation, forcément, mon SEO, mon référencement, ma personne en ligne va être plus visible et je vais attirer des gens qui vont me demander des choses que je ne proposais pas encore jusque-là. Par exemple, le fait de gérer la page sur les réseaux sociaux de quelqu'un. Et ça a commencé comme ça, en fait. J'ai un client qui m'a dit moi, j'aimerais bien que tu gères mon compte sur Facebook, que tu crées ma page, ce qu'on appelle une cover sur Facebook, tu crées des posts sur Facebook, et moi, j'avais pas été formée à ça. J'étais formée à la com visuelle. Et je vais réaliser, en fait, qu'il y a tout un monde qui s'offre à moi, puisque je vois bien qu'il y a une mutation dans la com. Moi qui faisais du packaging, de l'édition, des publicités vidéo, etc., je vois bien que de plus en plus, on nous parle de faire de la publicité sur les réseaux. Et sur les réseaux, sans vouloir le faire exprès, je vais créer ma page pro et ma page perso. Et la page pro ne va jamais prendre. La page perso, quand je raconte des
bouts de ma vulnérabilité, des bouts de mon histoire. Il y a des gens qui vont s'identifier et sans le savoir, je vais comprendre le personal branding. Et là, je vais me reformer à 2-3 petites formations en mode autodidacte et je vais appliquer ce que j'apprends sur moi. Et une fois que j'ai compris comment la mayonnaise, elle prend, en fait, souvent les gens nous parlent d'une technique. Il n'y a pas de technique magique. C'est vous la technique. À partir du moment où vous êtes aligné, que vous êtes 100% vous, il y aura forcément des personnes qui vont finir par s'identifier à votre authenticité. Donc en fait, aujourd'hui, si je te demande un conseil pour se faire repérer, développer son image sur les réseaux sociaux, si je suis comédienne et je veux devenir un peu plus célèbre et médiatisée, c'est quoi le meilleur conseil? L'authenticité, c'est bien ça? sûr, si on prend par exemple l'exemple de Camille Lelouch, où est-ce qu'elle a percé? C'était quand on la voyait sur des replays sur scène, ou c'est quand on la voyait avec son chouchou sur la tête, en train de nous faire des blagues avec des cernes jusque-là parce que son bébé criait trop. On s'est attaché à cette Camille parce qu'elle était elle-même. Et à partir du moment où on est nous-mêmes, surtout si on est comédienne, parce que la comédienne, elle va souvent vouloir montrer ses talents de comédienne sur les réseaux. Mais les réseaux ne sont pas votre portfolio. Les réseaux sont une porte ouverte à l'identification. Donc vous pouvez montrer des éléments de votre talent, au cas où vous voulez être repéré par un recruteur, ça c'est intéressant, mais montrez surtout celle qui est en vous avant d'être la comédienne. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Les gens aiment Angèle parce qu'on la voit les cheveux gras en train de faire les prods dans sa chambre. Les gens aiment certains footballeurs parce qu'on les voit en train de faire les fous dans les comment on appelle ça, les coulisses, les backstage, etc. Désolée, je suis nulle en foot. Donc en fait, le truc, faut montrer un peu de soi en fait. Ce qu'on dit toujours, c'est éveiller la singularité, oser révéler sa véritable nature et être authentique. Et ça demande pas tant de travail que ça, parce qu'il faut pas faire semblant. À quel moment t'as osé être toi-même? Alors c'est pas évident parce qu'on a toujours peur, surtout sur les réseaux sociaux, du regard des autres et on sait pas trop qui est derrière. Je pense que ça s'est pas fait en un jour. C'est un peu comme le vélo. On finit par s'habituer. En fait, on s'habitue au fait que tiens, j'ai dit ça, j'ai osé par exemple dire mon point de vue et ça va, il y a pas mort d'homme. C'est-à-dire que on finit par s'habituer au processus d'incarner qui l'on est devant un public qui n'est pas toujours visible. Et je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, c'est plutôt un processus d'entraînement, quoi. Voilà, je vous invite vraiment à tester. Si vous avez du mal au début, pourquoi pas lancer un podcast, pourquoi pas... Il y a encore de la place pour tout le monde. Mais pour tout le monde, en fait. Mais en fait, la place, c'est nous qui décidons de la prendre et de la créer. Moi, ma vie, elle n'existait pas. Qui était en même temps formatrice, chroniqueuse télé, tiktokeuse de Chihuahua, faisait de la musique. Enfin, j'ai créé mon rôle, en fait, sur Terre. Vous êtes votre propre rôle. Tu faisais de la musique. Oui. Ça a été de grandes mésaventures. Ouais. Tu as rencontré des gens qui t'ont arnaqué financièrement. Ouais. Est-ce que c'était vraiment toi, ce désir de chant? Est-ce que tu voulais être chanteuse pour être aimée et chercher un peu la célébrité, ou c'était ta passion, le chant? Alors non, en fait, la musique, c'est arrivé un peu par hasard dans ma vie. J'avais été contactée par un manager qui m'avait dit « Écoute Alice, on a un projet sympa, on va faire une compile, on va prendre des artistes influenceurs qui vont reprendre des morceaux sympas ou créer des prods sympas. Et vous allez être dans une compile, ça va être un moment de fun. » Donc moi, je trouve l'idée super marrante. Et je pars en studio et là, je vais me rendre compte assez rapidement que le producteur de ce projet, il tient pas la route. Et surtout, les autres influenceurs avec qui je devais être sur ce projet tenait pas la route du tout parce qu'en fait, il se présentait pas, quoi. Okay. Donc là, je vais réaliser c'est dommage parce que moi, je venais de découvrir un monde qui s'appelle le studio. Okay. Je trouve ça trop génial, ça ressemble au graphisme. En fait, tu construis une prod, donc il y a des calques et en fait, c'est le même processus que Photoshop version musique, quoi. Donc les logiciels se ressemblent. Enfin, moi, très vite, je comprends la logique et je vais dire pourquoi pas produire mes propres sons, donc je vais apprendre très rapidement ce que c'est qu'un label, je vais être signée chez Believe, c'est là où il y a Joule, je vais m'inscrire chez Music Center, comprendre la SACEM, comprendre tous les mécanismes, parce que j'adore apprendre très vite. Ce qu'on comprend de ta personnalité, c'est que tu es vraiment dans... moi, j'ai une phrase que j'aime, c'est enquêter, rechercher, comprendre. C'est ça. C'est que quand tu lances un truc, t'enquêtes, voilà. Tu te lances... Et on verra à fond. C'est ça. Et on verra. Et de toute façon, moi, je suis très curieuse de nature. Donc, et puis, je rencontrais des gens super sympas. Souvent, les beatmakers, c'est des gens hyper créatifs, trop sympas. Les top liners, pareil. Donc, on trouvait ça chouette. Quand je dis on, c'est qu'avec mes proches aussi, on s'est mis dans l'aventure.
Mais moi, j'ai jamais eu des rêves d'être célèbre. Par exemple, m'en fous, moi, de célèbre. Ce que j'aimais, c'était le processus créatif et voir si le morceau, il allait parler à des gens. Et qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque en termes de stratégie, notamment avec PN, c'est qu'on reprenait les codes de la pop urbaine, sauf qu'on y cachait des messages subliminaux, beaucoup plus forts et puissants dessous, notamment la violence conjugale ou encore l'indépendance financière des femmes, pour aller parler justement à ces jeunes femmes qui écoutent ce style de musique, mais qui n'ont pas toujours accès à un psychothérapeute, à un coach. Ça a un coût quand même de pouvoir se payer une thérapie qui n'est pas prise en charge par la Sécu. Donc je me disais, tiens, si on laisse passer des petits messages subliminaux, peut-être qu'un jour elles prendront je sais pas, le lead sur elles-mêmes et qu'elles vont contacter telle personne qui va pouvoir leur tendre la main et les sortir de cette situation, parce que sous emprise, parfois on est toute seule, nos amis nous ont tourné le dos et tout ça. Et c'était un peu comme, je me disais, c'est mon rôle maintenant que je me suis sortie de ma relation toxique, je vais sortir ce morceau. Et en fait, je vais en sortir plein d'autres, pareil, toujours avec un petit message féministe caché. Et c'est sympa, le studio, même la scène, je vais bien aimer faire des showcases. La scène, j'aime moins parce que j'aime moins la situation où je suis au-dessus et le public est en dessous. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vais être au même niveau, en fait. Mais ce n'est pas la scène qui va être le pire. Ça va être vraiment ce milieu que j'appelle de requin. En fait, on va commencer à découvrir avec mes proches que gravitent toujours autour d'un artiste. Alors, certes, des personnes formidables et des suceurs de sang, quoi. Clairement, qui sont là pour se servir de l'objectif soit stratégique, soit artistique de la personne et lui faire miroiter des choses parce qu'il sait que la personne, moi j'y connaissais rien. Je connaissais pas de promoteur radio, je connaissais pas. Donc c'est facile de dire, je connais le meilleur, je te le présente. Qui me dit que cette personne n'a pas pris un billet sur la présentation, etc. Et là, on commence à dépenser des sommes pharaoniques, comme des 15-20 000 euros pour un single, pour la promo, que ce soit YouTube, que ce soit... Et moi, je me dis, c'est normal, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans la publicité, ça coûtait cher quand on faisait une promotion pour un de nos clients. Sauf que les résultats, en face, c'est pas la même chose quand tu finances pour une marque ou d'ailleurs tu vas vendre des produits. La musique, en fait, je réalise avec l'industrie du stream que c'est d'une cruauté sans précédent, jusqu'à réaliser que même des grands rappeurs comme SCH, parce que j'avais une avocate qui le connaissait très bien, que même lui, parfois, il s'offusquait en fait du ratio, du nombre de vues de stream par rapport à ce qu'il gagne à la fin, parce que l'industrie du stream a détruit un peu les artistes. Ils sont payés 0,004 centimes. Aujourd'hui, les chanteurs... l'écoutent. Et c'est dur pour un artiste. Ils vivent leur vie grâce au concert. Au concert. Surtout. C'est ça. C'est pas en enregistrant Exactement. un disque. Les choses ont changé. C'est ça. Et alors, soit il fallait partir en showcase, mais bon, c'est quand même dur parce que tu pars la nuit et tu dois chanter vers 3h du matin. Et puis, les gens ne sont pas toujours dans leur état normal. Donc, il faut apprécier qu'il y a des gens qui te regardent et qui sont en train de crier, machin. C'est pas la même connexion musicale. Les gens, ils sont là pour d'abord s'amuser. C'est pas comme un vrai concert où tu vibres. J'ai déjà fait des concerts où là, les personnes, ils viennent pour la musique. Tu ressens pas la même chose. Et c'est un concert de jour, etc. Mais tu te rends compte ce que tu me racontes quand même 4 ans où tu es chanteuse. Même tu moins es que sur ça. Scène. Moins que ça. T'as pris des cours ? Alors, le chant, c'était assez facile pour moi parce que j'avais fait du solfège pendant longtemps. Donc, je chantais, moi. J'avais eu des cours de piano et tout ça. Mais après, je ne considérais pas que je suis la plus grande des chanteuses. Il y en a des bien meilleures. Tu as tellement de grandes chanteuses comme Neige, qui ont des voix incroyables. Moi, je chante juste, c'est facile pour moi, j'ai du souffle, mais après, je suis pas une Castafiore, quoi, tu vois, j'ai pas Et toute la technique. Et comment s'est arrêtée cette aventure ? Ça s'est fait progressivement, parce que j'ai quand même continué à sortir des sons, et rapidement, en fait, à force de voir que ce soit les avocats qui essaient de m'arnaquer, que ce soit la SACEM qui me payait jamais mes streams. J'ai jamais reçu 1 euro de mes streams jusqu'à aujourd'hui. Si vous êtes de la SACEM et que vous voulez me donner mes droits, j'attends. Que ce soit toutes les fois où mes clips sont passés à la télé ou que moi-même mes sons sont passés, j'ai quand même chanté à côté de Bob Sinclair, anniversaire de Koé à la Folie Bergère, avec mon son avec Big Ali quand même. Et j'ai jamais touché 1 euro moi de cette diffusion télé, tu vois. Donc quand j'ai quand même commencé à réaliser qu'il y a un moment donné, il faudrait que je paye mes factures et que j'aimais la musique, mais j'étais pas prête à mourir pour la musique. Je me suis dit, mais en fait, c'est idiot parce que moi, je suis multipotentielle. Il y a plein de choses que j'aime. Donc ça s'est fait. Multipotentielle. Voilà. Et progressivement, ça s'est arrêté. Et très vite, j'ai rebondi sur d'autres choses. Tu parles bien de plus rentable. Tu parles de Big Ali. Comment tu as rencontré tous ces gens ?
Alors, Big Ali, attends, je sais même plus comment ça s'est passé. Je crois que j'avais d'abord rencontré son manager. Où est-ce que j'y ai rencontré Calice ? Je sais plus, parce que en fait, je me retrouvais un peu à droite à gauche quand je faisais des interviews. En fait, la réponse, c'est de créer du mouvement, ouais, des rencontres. Des rencontres, c'est ça. Et ça, quel conseil tu pourrais donner à un chanteur qui nous écoute, qui chante dans sa chambre et qui fait des streams et qui compose quel conseil tu donnerais à un artiste qui rêve de se lancer? C'est de provoquer les opportunités. En fait, de toute façon, bon, alors parfois ça peut arriver qu'on soit dans sa chambre et qu'on crée le son qui va percer sur les réseaux sociaux, et tant mieux. Hein, je veux dire, on rêve tous de ça, c'est-à-dire que on crée la pépite qui va faire de nous, j'en sais rien moi, Céline Dion ou un grand artiste. Mais en réalité, c'est beaucoup du relationnel, la musique, avant tout. Et c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai un peu coupé. Parce que si on n'est pas au bon endroit, avec les bonnes personnes, la bonne équipe, les gens qui tiennent les rênes de cette industrie ne vous feront pas marcher. Et ça, je l'ai compris très vite que quand j'étais en Indé et qu'au-dessus de moi, il n'y avait ni Universal, ni Play2, ou ni Énergie, enfin, peu importe le label, dans tous les cas, au pire, quand ils me feraient rentrer, je serais toujours en bas de l'immeuble, tu vois. Donc, j'ai vite compris que c'est soit j'acceptais le deal de l'industrie, c'est-à-dire je vous donne tous mes points édition. En fait, c'est votre morceau et je suis un peu le sorte de pantin qui chante pour vous le morceau qui va vous rapporter, comme beaucoup d'artistes qui signent après The Voice, tu vois. C'est la dure réalité de cette industrie. Soit je voulais rester en indé et comme beaucoup d'indés, j'allais aller dans des concerts spécifiques où tu gagneras moins mais tu le fais plus par passion et tu pourras pas rentabiliser ta mise de départ mais tu le fais parce que t'aimes ce que tu fais. Donc le conseil, c'est d'abord soyez bien conscient dans l'industrie dans laquelle vous mettez les deux pieds. Parce que voilà, j'en connais beaucoup des industries, hein. Maintenant je connais l'édition, je connais la télé, je connais l'influence, mais la musique de toutes les industries c'est la plus dure, la pire, je vous le dis. Voilà, je veux pas casser vos rêves mais c'est comme ça. L'entrepreneuriat à côté c'est beaucoup plus facile. Alors, bon, on ne rencontre pas toujours des belles personnes, mais proportionnellement, dans la musique, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des personnes qui chercheront à vous détruire ou à vous utiliser pour vous détruire. Mais c'est pas parce que cette industrie est comme ça que vous ne devez pas aller au contact, parce que vous devez absolument vous créer des alliés. C'est un petit secteur et vous allez vite avoir des infos sur les gens. Tout se sait. La vérité finit par sortir dans la musique. C'est la chance qu'on a aussi. C'est-à-dire que moi, rapidement, on me disait, machin, il m'a dit qu'il t'a arnaqué, il était tout content de le raconter à tout le monde. J'ai dit, ah ouais, il est tout content ? Ok, procès. Tu vois ? Tu sais te défendre. Bah oui. Quand j'écoute ton témoignage, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est toute cette notion de designer, de graphisme qui demande un œil aiguisé. Toi qui as cet handicap invisible, tu disais que tu es quasiment aveugle de ton œil gauche. T'imagines ce que ça veut dire ? T'imagines ce que ça veut dire au niveau du dépassement de soi ? C'est-à-dire que tu te définis comme graphiste et designer en faisant appel à tes yeux. C'est ça qui est absolument délicieux quand on t'écoute et quand on lit ton livre Solide. Chanteuse, influenceuse, chroniqueuse télé. Raconte-nous quand même, François, ABC Talk. Rapidement, c'est un casting, c'est une rencontre, c'est quoi ? Pareil, en fait, votre destin peut changer grâce à l'intelligence relationnelle. Ça aussi, c'est des cours que je donne à mes élèves. L'aventure télé et tout, c'est complètement fou. En fait, quand je rentre de l'étranger, de ma relation toxique, et que je cherche des clients, je me suis aussi inscrite sur un site à l'époque, c'était un site de rencontre d'amis et qui s'appelait Zenmi, et je vais me faire des copines comme ça fait un peu désespéré qui cherchent des potes, quoi. Mais vraiment c'était mon cas, et comme j'ai toujours gardé des liens super sympas avec les personnes que je rencontrais, je m'étais fait une super copine qui s'appelait Marion, et plus tard cette Marion va recommander mes formations réseaux sociaux à une amie à elle qui s'appelle Zoé. Cette Zoé va devenir une très bonne amie à moi, va se développer sur les réseaux, et comme c'est une très belle personne et qui a une grande culture générale, elle va être d'abord, elle, engagée en tant que chroniqueuse culture chez France 3. Et en fait, elle va parler de moi. De là, moi, je vais d'abord être invitée pour raconter mon histoire. Puis comme j'ai un profil un peu atypique, ils trouvent ça très marrant. Et finalement, je vais très bien m'entendre avec Ariane Brodier, qui va me proposer
une chronique digitale, parce que c'est vraiment la com digitale, surtout parce qu'il y a les réseaux, la notion de réseau et réel et virtuel, ça m'intéresse. Donc je dis oui. De là, je vais être à nouveau repérée par un de mes abonnés qui travaille à l'Opéra de Paris, qui va me présenter une amie à lui qui s'appelle Audrey Tcherkov, qui présente sur BFM Business. Donc je vais bosser avec Audrey. De BFM Business, je vais me retrouver au BFM Awards un soir pour l'accompagner sur la digitalisation et puis pour piloter un peu le côté réseaux sociaux sur cet événement. De là, je vais attendre un taxi à la fin de cette soirée. Je vais rencontrer une femme trop sympa qui s'appelle mais je le sais pas encore, Madame Douillet. Donc j'ai monté dans le taxi, on va devenir copines. Je dis, vous faites quoi dans la vie? Elle me dit, moi je travaille pour mon mari. Je dis, mais il fait quoi dans la vie, votre mari? C'est la personnalité préférée des Français. Je dis, ah ok, David Douillet, ok. Et finalement, de fil en aiguille, moi je vais continuer un peu à développer mon intelligence relationnelle. De l'autre bord, ABC, je connaissais de nom. Et en fait, j'aimais la spiritualité qui émanait de ce média, mais moi, j'avais juste tendance à commenter, à être engagée sous les posts de ce média. Et un jour, je suis appelée par Marc Leval, le créateur du média, qui est génial d'ailleurs, et qui me dit « Mais vous, je vous aime trop, vous êtes partout, vous êtes un peu folle, je vous invite. » Hop, et il me fait venir sur le plateau, on devient super copains. Et là, j'y retourne prochainement parce qu'on va lancer un programme ensemble avec Marc. Et je sais pas, en fait, tout est une question de rencontre et de l'opportunité que vous acceptez de vous offrir à vous-même. Moi, c'est pas parce que je suis blonde avec un chihuahua, même si je sais que j'arrive tout le temps et qu'on a des préjugés sur moi, j'ai confiance en ma personnalité et j'accepte en fait que mon image, ce n'est pas moi. Moi, je suis la personne qui est à l'intérieur de mon enveloppe et tout le monde finit par le voir. Donc si c'est possible pour moi, alors je suis un cliché physique, c'est tu sais que le chihuahua est un petit guerrier du XIIIe siècle, oui. qui est un petit chien chasseur qui accompagnait les indigènes au Mexique. Absolument. On parle du XIIIe siècle. C'est des chasseurs. Et malheureusement, c'est des personnalités comme Paris Hilton qui les ont trop mis dans des sacs à main et qui en ont fait des objets comme accessoires de mode. Oui. Parlons de spiritualité, justement. Parce que tu es une femme ultra active, multipotentielle. On a bien compris que derrière cette beauté, cette blondeur, il y a vraiment une poigne déterminée, avec une tête bien faite. On essaye. Du potentiel, t'en as énormément. Qu'en est-il de la spiritualité chez toi? Est-ce que tu as des connexions particulières? Est-ce que tu as développé je sais pas, un peu d'intuition, parce que quand on t'entend, on a l'impression que tout est possible, et que ta volonté justement, c'est de transmettre ce tout est possible. Mais pour moi, je pense qu'on est des êtres spirituels de notre charpente, c'est-à-dire que ça fait partie de notre être. Après, certains vont penser spiritualité via un courant de pensée, via une philosophie de vie, via une religion. Pour moi, la spiritualité, elle est en nous, elle est partout. Elle est dans notre manière d'aborder les autres, de se remettre en question, d'apprécier. Moi, par exemple, j'adore l'univers, mais pas que pour le fait de lui manifester, lui demander des choses, mais plus parce que j'ai tellement conscience de notre infinie petitesse et du côté presque absurde de notre existence sur ce petit caillou microscopique. Et parfois, je me le rappelle quand j'ai des soucis. Je me dis, mais attends, mais c'est quand même fou. Si ça se trouve, je suis une toute petite molécule dans une toute petite cellule, dans un tout petit organisme, d'un petit corps, d'un petit gars dans l'univers. Et moi, je suis en train de me demander si je vais pas louper mon train. Et en fait, je me rends compte, quand on se rend compte de notre petitesse, et j'invite vraiment les gens à s'en rappeler tous les jours, à quel point on est petit, à quel point tout est éphémère, à quel point notre quotidien n'est qu'une sorte de machination finalement de notre société. Pour qu'on ait une vie à peu près stable avec l'école, etc. Mais si on reprend le fondement même de la vie, nous ne sommes que de passage sur Terre, nous ne sommes que poussière, nous finirons carbone, azote, etc. Et il faut vraiment minimiser ces espèces de barrières qu'on pense insurmontables. Nous sommes déjà en vie, tu comprends? Et à partir du moment où on conscientise qu'on est en vie, et à partir du moment où on conscientise qu'on est mortel, à partir du moment en fait où on fait ce qu'on appelle un memento mori, c'est-à-dire le calendrier de ce qui reste, c'est important de regarder votre calendrier si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, où vous êtes à peu près sur le curseur de la vie, entre 0 et 100 ans si vous avez de la chance, et
Donc, combien de jours il vous reste et qu'est-ce que vous avez décidé de faire de chacun des jours qui vous restent. Et vous ne savez même pas si vous avez encore 60 ans qui vous restent parce que vous pouvez mourir demain. Donc, c'est vous le maître du jeu. C'est-à-dire que là, on vous donne, en fait, à partir du moment où on vous donne la vie, vous avez une manette dans les mains et vous devez accepter que vous êtes à l'origine de ce qui va se passer pour vous. Je sais que c'est facile à dire, mais si on décide de re-rentrer dans un trauma, par exemple, et de ne pas vouloir en guérir, en sortir, et d'être dans la répétition, c'est qu'on n'a peut-être pas compris encore la leçon. C'est-à-dire qu'il y avait encore une leçon à apprendre. Alors, quelle était cette leçon ? Plutôt que de m'apitoyer, ok, je suis encore tombée sur ce connard, ok, je suis encore tombée sur un patron horrible, ok, je suis encore tombée sur cette nana, et bien pourquoi je retombe dessus ? C'est ça qu'il faut aller chercher. Et la spiritualité est compatible avec les petites choses superficielles comme du vernis à ongles, un chihuahua, les réseaux sociaux. Il y a comme qui dirait deux mondes distincts de plus en plus. Ce monde comme ça d'intelligence artificielle, de rapport humain très matérialiste, et puis cette notion humaniste de développement spirituel que tu incarnes, c'est une nouvelle génération. Ici, on a beaucoup reçu d'artistes qui nous parlent de pensée positive, de visualisation, comment décrocher un rôle avec je sais pas, la parole créatrice ou l'écriture créatrice, la pensée positive. Tu l'incarnes aussi. Pourtant, tu nous racontes que tu as vécu de l'harcèlement, l'handicap invisible, cette relation avec ton frère. Même s'il était plus grand, on sent qu'il y avait une sorte de responsabilité, cette relation amoureuse toxique. Rappelle-moi, explique-moi, quelles ont été les ressources ? À quel moment tu as dit, OK, je vais en faire une force, je vais devenir mentor, je vais écrire des livres, je vais accompagner les gens et je vais leur permettre de se développer et d'arriver à devenir celui dont ils rêvent. En fait, il existe un moment dans sa vie où, alors que quelques années auparavant, peut-être une épreuve nous accablait, voire même nous mettait un genou à terre, on va réaliser qu'à force, l'épreuve d'après, elle est peut-être plus douloureuse, mais c'est marrant, on ne la prend pas exactement de la même manière. C'est-à-dire que finalement, on est stoïcien. C'est-à-dire qu'on apprend le stoïcisme. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'apprendre à faire glisser différemment les épreuves sur nous. Et dans ces moments-là, on finit par réaliser, mais est-ce que, alors que j'étais, par exemple, complètement déroutée, voire au sol parce que j'avais pas eu tel bonbon quand j'avais 4 ans, ensuite quand j'étais juste en larmes quand je me suis fait quitter quand j'avais telle année, ensuite quand finalement j'ai vécu tel décès et waouh, j'ai réussi à m'en remettre en 1 an, est-ce que au bout d'un moment il n'y aurait pas un truc où on se dit, est-ce que je suis pas en train de devenir un humain qui accepte que la violence et les épreuves, les difficultés font partie du processus de la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on signe le contrat avec la vie, on accepte qu'elle sera cruelle. Et à nous de décider comment on va laisser impacter cette cruauté sur nous. On aura tous une vie cruelle. Tous on va perdre un proche. Ça fait partie du jeu. Il faut arrêter de se mettre des œillères. C'est qu'est-ce que je vais me donner comme chance de pouvoir appréhender ces épreuves et tout ça. Et pour revenir à ta question, je ne sais pas s'il y a un moment où tu te dis tiens, je vais écrire un livre ou quoi. Je crois que ça se fait naturellement en fait. Ça glisse quand tu es aligné dans ta vie. On va te proposer un livre. Je ne l'ai même pas demandé, moi, ce livre. Il est venu tout seul, tu vois. Et quand je l'écrivais, je me disais, ah oui, peut-être finalement qu'il est utile. Mais je me suis pas dit... Parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé ta place et donc les belles choses viennent à toi, comme écrire ce livre. Tu es donc devenue une coach, une femme qui accompagne toute personne ayant envie de se développer et d'aller plus haut, de trouver son chemin. Qu'en est-il de tes ambitions artistiques ? Tu as encore des rêves ou pas ? Des envies ? Le chant ? Ouais, tu touches à l'image avec la télé. Être sur les réseaux sociaux aussi présent que tu l'es toi, c'est aussi être une personne publique. Tu aurais des envies de cinéma ? Tu as des envies ? Cinéma, je sais pas. En fait, moi, mon rêve caché dans tous les rêves que tu as cités depuis le début, c'était, à l'époque, je voulais être humoriste. Parce que, en fait, ça se voit pas, mais je fais des blagues. Et sauf que, encore une fois, le monde de la musique, j'ai vu qu'il ressemblait beaucoup quand même au monde du spectacle. Ça m'a un peu cassée
l'envie. Entre nous, j'ai vu j'ai parlé avec beaucoup de femmes humoristes. Elles m'ont dit à quel point c'était un secteur misogyne. Ton amie Ariane Brodier, elle a fait quelques scènes. Bien sûr, il y a eu Ariane, il y a Nadège Changène, que j'adore. Qui est une amie à toi, qu'on a reçue ici. J'adore Nadège. Et voilà, c'est quand même... j'ai reçu aussi Angelina Bruno, enfin, plein d'artistes qui font du stand-up. Et elles m'ont dit à quel point c'était un secteur quand même misogyne, où ils se volent les blagues, les vannes dans les stand-up, dans les comedy clubs, et je me suis dit, mais est-ce que moi je vais faire la guerre pour pouvoir faire ce que j'aime en fait ? J'en ai marre de toujours devoir faire la guerre, donc je vais encore une fois créer ce que j'aime. Et la chance que j'ai, c'est que maintenant moi je suis conférencière où je peux parler de mes passions, de la créativité, de l'intelligence relationnelle, des réseaux sociaux. Je peux faire mes vannes en conférence, mais j'ai pas besoin de me battre puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Je suis unique, c'est-à-dire que oui, il y a d'autres conférenciers, oui, il y a d'autres humoristes, mais il n'y aura pas deux Alice qui font les mêmes blagues de Toto en parlant d'un sujet hyper grave ou hyper intéressant ou performant, tu vois. C'est moi. Il n'y en a qu'une. Et en plus, j'arrive avec mon chihuahua que je pose sur la scène qui regarde tout le monde dans le blanc des yeux tout le long de mon passage. Et les gens, ils s'en rappellent toute la vie. Et à chaque fois, on me propose un nouveau truc. Le prochain truc à date, c'est qu'on va faire le Grand Rex avec Laurine qui passera un jour sur ton podcast. Et le Grand Rex, c'est fou, quoi. C'est 3000 personnes sur scène, quoi. C'est quand ça ? C'est le 14 juin. 2025. Alors attends, tu nous donnes une exclue là. Ouais. Je l'avais pas ça. Qu'est-ce qui va se passer au Grand Rex ? Il va y avoir un grand événement d'entrepreneurs, j'ai pas encore le nom, où en fait, si tu veux, différents entrepreneurs vont venir sur scène pour changer un peu les codes de l'entrepreneuriat. Et on m'a proposé, de faire une conférence d'1 heure au Grand Rex, dans 3000 personnes, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé ta place ? Je crois, ouais. Donc, j'ai la scène de la musique, mais sans les problèmes de la musique. J'ai le fait d'être au même niveau que les autres, pas me sentir au-dessus, comme je pourrais avoir avec l'artiste et son public. Là, à la fin, il y a du networking, tu vas voir ton public. Et je peux être complètement moi, parce qu'on m'a demandé complètement d'être folle comme je voulais, même si c'est de la conférence. Donc, Est-ce que tu penses que toutes ces galères, toutes ces entourloupes, finalement, t'ont aidé à devenir celle que tu es aujourd'hui ? Oui, mais pour le savoir vraiment, il faut lire mon livre. Je dis tout ce qu'il faut savoir dedans. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Alice qui a découvert le solfège à 5-6 ans ? J'aimerais lui dire que c'est une sacrée badass, que franchement, fallait pas qu'elle doute d'elle parce que elle n'y a pas été de main morte. Elle a osé. Parfois, on lui a dit, non, c'est pas fait pour toi, ou mais t'es folle de te faire ça, ou machin. Mais franchement, là, aujourd'hui, je dirais, mais attends, Alice, tu m'as appris des choses. C'est-à-dire que elle avait peur de rien, pas du regard des autres. Elle osait. Elle rentrait dans la pièce comme ça, elle faisait un pestacle. Je la remercie pour tous les pestacles, parce qu'aujourd'hui, quand je monte sur un vrai pestacle, j'ai plus peur. Voilà. Alice, merci infiniment pour ce à délicieux moment. On te retrouve sur les réseaux sociaux et surtout achetez son livre Solide. À bientôt. Merci Alice. Merci Soledad.
some.